Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis une autrice. Je fais de la bande dessinée depuis une petite quinzaine d'années et j'ai sorti une série, de BD que les gens connaissent mieux de moi, qui s'appelle Les Culottés. Bonjour Pénélope Bagier. Bien vu. C'est marrant que tu cites... Bon, c'est quand même souvent... En général, les gens disent « Ah, tu fais de la BD ?» Oui. Et quand après je leur dis « Tu fais Les Culottés ?» Ils font « Ah mais oui !» Voilà. C'est la BD qui a le plus marqué... Alors je pense... Plus que ton blog à l'époque qui pourtant touchait des Alors en général, dans un deuxième volet, celles qui ont mon âge disaient « Mais moi, en fait, je te connais depuis ton blog. » Et en général, après, elles disent un truc qui me fait me sentir vieille, du genre « Je te lisais quand j'étais au collège. » Oui, parce que le blog, c'était il y a quelques années. La dernière BD s'appelle donc Les Strates. C'est ta première BD personnelle, même si on met des choses personnelles dans tous ces livres. C'est la première BD où tu racontes ta vie. Pourquoi ça arrive à ce moment-là de ta vie ? Parce que par l'accumulation d'histoires que j'avais écrites, puisque je les ai écrites un peu à plein de moments... au fil des envies, pour moi, avec pas d'intention d'en faire un livre, comme une récré, comme une façon de dessiner des choses pour me faire plaisir, un peu comme finalement à l'origine était mon blog, c'est-à-dire dessiner pas pour le travail, puisque normalement, faire une bande dessinée c'est très long, on n'a pas tellement le temps de faire autre chose que sa bande dessinée pendant qu'on est en train de l'écrire, et du coup par exemple pendant que j'étais en train de faire Sacrée Sorcière, l'adaptation de Roald Dahl que j'ai sortie après Les Culottés, c'était un rythme très dense. Et c'était mon side project à moi toute seule. C'était j'ai envie de raconter l'histoire de mon chat en 10 pages pour moi. Et je trouvais ça chouette le fait d'avoir aucune barrière. Et c'était précisément parce que je me disais que ce serait lu par personne, que c'était chouette. Ou éventuellement par ma sœur. Et voilà. Est-ce que c'est aussi parce qu'aujourd'hui, tu as la carrière qu'on te connaît qui fait qu'on te laisse tranquille, entre guillemets. C'est-à-dire quand tu te tournes vers ton éditeur et que tu dis je vais raconter ma vie, je pense qu'il ne demande pas beaucoup plus de détails que ça. Est-ce qu'il y a cette liberté-là aussi qui permet de faire ça avec une liberté totale et donc d'être très honnête aussi vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes souvenirs ? Alors je peux pas ne pas dire la vérité qui est que je pense que même déjà il y a 10 ans, si j'avais dit à mon éditeur je veux faire un truc, il m'aurait toujours dit super, allons-y, puisque j'ai cette chance. Donc quand même, il faut bien le dire. J'ai pas eu l'impression d'avoir à faire des compromis, de rien. Et si j'avais eu envie de faire ce livre il y a 10 ans, ça aurait été le cas. Et je pense que peut-être j'aurais dû un petit peu plus insister pour qu'il ait la forme qu'il a, c'est-à-dire la forme d'un carnet. Enfin, j'aurais peut-être pas eu le droit de faire ces trucs comme ça, mais le livre aurait existé, je pense. Mais non, peut-être la liberté que moi je prends par rapport à ce que je m'autorise à écrire aussi. Et à publier, en l'occurrence, et à me dire... puisque moi j'ai aimé l'écrire, puisque j'ai trouvé ça vraiment, j'ai trouvé que c'était une expérience très agréable et qui m'a rendue très heureuse pendant que j'écrivais. Aujourd'hui, j'arrive à me dire que c'est le seul critère pour savoir si ça vaut le coup d'être un livre ou pas, et pas de me demander si ça va trouver son public, pas me demander, mais juste me dire c'était tellement bien à écrire, vraiment c'est un livre en fait. Et ça, je pense que je me serais pas dit ça il y a 10 ans. Pourquoi ? Parce que je me serais dit, oui, mais alors attends, oui, il faut réfléchir. J'aurais surintellectualisé le truc en me demandant. Alors que vraiment maintenant, j'ai compris. Je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais j'ai compris ce qui, moi. Et en général, il y a un lien entre la façon dont mes livres sont accueillis, et notamment leur succès commercial, et la joie que j'ai eue à les écrire. En fait, il y a vraiment une continuité. Vraiment, quand je fais des choses en me disant que ça risque d'être bien, que c'est intéressant, que ça marche pas. Et c'est pas bien. Et quand je fais quelque chose de manière hyper égoïste en me disant ouais mais moi en ce moment c'est vraiment ça le sujet qui me passionne et j'ai vraiment envie de passer un an à lire des biographies de femmes oubliées de l'histoire et après en faire des BD, et ben ça marche. Donc en fait c'est un bon baromètre. Et au niveau du dessin, parce que tu le dis, c'est des petits dessins que tu as fait comme ça au fil des années sans penser les publier. C'est aussi pour ça que d'ailleurs sans doute que tu les as laissés sous forme de crayonnés. Mais est-ce que tu as repris quand même les dessins en te disant ok, en fait maintenant c'est plus juste des souvenirs sur un coin de table, ça va vraiment être publié, il faut que je reprenne les choses, ou au contraire là aussi tu t'es dit je laisse les choses brutes, c'est mon souvenir, c'est mon premier jet, c'est mon premier dessin? Alors mon intention c'était de les laisser telles quelles, et ensuite j'ai quand même dû retravailler, pas la forme dans le sens pour que ce soit plus beau, mais parce que
comme il y en avait certaines que j'avais faites il y a vraiment longtemps, il y avait un problème d'homogénéité. C'était plutôt qu'on n'arrivait pas à le voir comme un tout et qu'on se disait, mais tiens, pourquoi en plein milieu Parce que je me suis pas toujours dessinée de la même manière, parce que c'était pas les mêmes ombres. En fait, en 10 ans, il y a des choses que je dessine pas pareil, et je voulais pas qu'on sorte de la lecture, parce qu'on soit gêné à un moment par le fait qu'il y ait une histoire qui sorte du lot. Donc j'ai uniformisé. Et c'était un gros boulot? Bon, non, ça va vite de redessiner des choses qu'on a déjà dessinées. Ce qui prend du temps, c'est trouver l'expression de visage. Hein. C'est trouver comment on met un sourcil qui prend 2 heures. C'est pas redessiner une page. Et donc tu recopiais un peu, en quelque sorte? Complètement. Je recopiais en me disant, c'est tellement facile à recopier, c'est moi. Donc vraiment, s'il y a bien quelqu'un qui est facile à repomper, c'est moi-même. Hein. Alors ça allait assez vite. Il n'y avait pas à réfléchir au découpage, au cadrage, à tout ce qui prend du temps en fait. Est-ce qu'il y a une forme de militantisme dans un livre comme celui-là? Tu racontes notamment des épisodes d'agression sexuelle. On a l'impression, quand on lit les bandes dessinées qui racontent cette période-là, c'est horrible à dire, mais presque un passage obligé. Est-ce qu'il y a une forme de militantisme aussi dans cette démarche? Il y a une forme de militantisme, bon, ça met un grand mot, mais en tout cas, il y a une volonté, est-ce qu'elle est politique? En tout cas, vis-à-vis de moi, de devoir vis-à-vis de moi, qui était de ne pas les enlever, en tout cas. C'est-à-dire, elles étaient écrites parce que spontanément, quand je me suis dit, à chaque fois, l'exercice est raconter un petit épisode et puis les accumuler au fil des années. Et quand on décide que ça va être un livre, ne pas faire le tri, ne pas se dire celle-là quand même, est-ce que on veut pas casser l'ambiance quoi? Est-ce qu'on va et se dire mais si tu la laisses, d'ailleurs tu les laisses puisqu'il y en a plusieurs, tu les laisses parce que ça fait partie de ce puzzle d'anecdotes qui font que on est ce qu'on est quand on est adulte et qu'on est une femme. C'est que oui quand même quasiment automatiquement on a cette pièce de puzzle là aussi et ce serait tricher de l'enlever. Donc, en tout cas, il y a une forme de responsabilité. Je ne sais pas si c'est du militantisme, mais il ne faut pas l'enlever, en tout cas. Et tu penses que cette BD, elle aurait été possible il y a 10 ou 20 ans? Ou d'ailleurs, je vais compléter ma question et la reprendre. Est-ce qu'elle aurait été reçue de la même façon? Parce que c'est vrai qu'il y a eu longtemps cette image de la BD pour filles, véhiculée aussi par les magazines féminins, qui publient un style de BD très spécifique. Donc, est-ce que je dis ces BD parce que c'est le cas d'Étienne, mais de plein d'autres, je pense à Aude Picot, est-ce qu'elles auraient été reçues de la même façon il y a 10 ans, et du coup, est-ce que ça aurait été possible de les faire de la même façon? Elles n'auraient pas été reçues de la même façon, c'est certain. Quoique, tu vois, Aude Picot, ça a 20 ans. Et ça a été très bien accueilli. Et puis, donc, bon, il faut quand même pas être trop dur dans le jugement de l'accueil des livres autobiographiques de femmes. Mais je pense que je me suis autorisée plus de choses maintenant, un peu tirée vers le haut par la génération des autrices plus jeunes que moi, qui vraiment donnent le tempo sur ce qui est acceptable de raconter, comment on le raconte, et qu'est-ce qu'on fait de la peur de la réception. Et ben on s'en fiche. Et vraiment, comme c'est quand même un peu leur mot d'ordre à elles, ça oblige, quand on est plus vieille, à se dire... Le mot est sorti. Bah non, le mot est lâché, elles sont vraiment plus jeunes. Toute cette génération d'autrices qui a un talent incroyable et qui a une liberté de ton et de vraiment... c'est ce que j'ai envie de raconter et je m'en fous complètement de savoir comment ça va être accueilli. Ça galvanise quand même. Donc... c'est sûr que c'est plus... On gagne en liberté quand on est une autrice, quand on regarde vers le futur plutôt que vers le passé, quoi. Ça, c'est certain. Et tu t'es posé la question de comment tes proches allaient recevoir cette BD? Bah évidemment, parce que je parle de ma famille. J'avais peur, mais pas tellement parce que je dis des choses intéressantes ou compromettantes sur eux, parce que il y a pas de grandes révélations. Désolée, bon, il y a pas de suspense. Mais c'était plutôt ce que ça disait de moi. Est-ce que ça allait pas les gêner? Est-ce que c'était pas impudique? Et après, je me suis dit... Le livre est globalement comme je suis moi, c'est-à-dire les gens proches de moi, tout ça je leur ai déjà raconté 1000 fois, ou s'ils tombent de leur chaise en lisant ça, c'est vraiment qu'en fait on se connaissait pas, parce que il y a pas tellement de surprises dans ce livre pour les gens qui me connaissent. Je raconte des choses qui sont, je fais pas de révélations sur des crimes ou des choses comme ça, il y a pas de grosses surprises. Après il y a je vais citer Florence Dupré-Latour qui dit ça très justement, il y a une réduction quand on devient un personnage de bande dessinée. C'est pas très glorifiant parce qu'en fait on est caricaturé physiquement, on a 5 phrases et il faut que le lecteur en 5 phrases comprenne qui on est, donc on a une version un peu exagérée de soi-même et on est obligé d'éluder une énorme partie de la vérité, donc c'est pas très cool d'être dans la BD de quelqu'un, on est toujours déçu. Moi ça m'est arrivé de faire une apparition de une case, une figuration dans des BD et à chaque fois j'étais super déçue, je me disais il y avait quand même d'autres choses à dire de moi, je parle mieux, enfin, bon. Et donc la seule personne dont je voulais le feu vert, c'était ma sœur, parce qu'elle est quasiment présente dans toutes les histoires, soit elle est témoin, soit elle est vraiment actrice de certaines choses, et je voulais
voir avec elle s'il y avait rien qui était trop dur pour elle à lire, mais pas parce que c'est des choses dures, mais parce que c'est peut-être des choses qui l'émeuvent trop et elle avait pas envie que je les partage, notamment par rapport à la mort de notre grand-mère. Je me suis dit, j'avais très peur qu'elle lise cette histoire-là en me disant, je sais pas dans quel état ça va la mettre, par rapport à nos chats, par rapport au départ de notre père, etc. Et en fait, je sais pas, faudrait lui demander à elle, mais j'ai l'impression que ma sœur, elle assiste à tout ça avec du popcorn, quoi, vraiment, en disant c'est génial, c'est nous, c'est super. Vraiment, elle regarde un film, quoi, donc ça la gêne pas. Mais c'est aussi parce que je lui donne un rôle tellement cool. J'ai une, il y a une journaliste, quand le livre est sorti, qui m'a dit ça m'a vraiment donné envie d'être ta sœur pour que tu parles de moi comme ça. Je me suis dit, c'est vrai qu'elle a quand même vraiment le beau rôle. Dans tout ce que je raconte, elle est super. Donc. C'est vrai. T'as pas eu envie de le coloriser? Alors non, parce que ça aurait été m'obliger à réfléchir à des informations supplémentaires qui sont quand même artificielles, puisque là, elle servait à rien, et qui aurait dû donner une tonalité hyper... Il aurait fallu vraiment faire des choix de narration, d'ambiance, que j'aimais laisser à la discrétion du lecteur, quoi. En fait, mine de rien, quand on donne de la couleur, on impose aussi, on dit c'est une scène rigolote, c'est une scène triste, c'est une scène... Et là, j'aime bien que tout ne soit pas dit. Les éléments de décor, pareil, sont là quand ils servent vraiment quelque chose. Sinon, de la même manière que mes souvenirs à moi ne sont pas avec des couleurs et une tonne de détails, j'essaie d'être au plus proche possible de ce dont je me souviens. Et souvent, c'est vraiment de l'impression, trois bribes de décor et surtout des gens, des regards, des mots. Donc, j'avais plutôt envie de me consacrer à ça. Et aussi, il y avait une histoire de temporalité, c'est que... je voulais que malgré tout il y ait une homogénéité. C'est aussi pour ça que j'ai redessiné les histoires plus anciennes, que ça se lise quand même comme un tout. Et il y aurait eu forcément des sauts très brusques d'une ambiance colorée à une autre. Je pense qu'il y a des trucs sur lesquels je me serais fait hyper plaisir parce que c'est les années 90 et que c'est quand même super de mettre de la couleur et de faire des Game Boy et de faire des trucs comme ça. Mais en fait, on se serait un peu perdu en route. Ça aurait été un peu anecdotique. On parlait tout à l'heure de ton blog qui t'a révélé, comme on dit. À l'époque, c'était la folie des blogs. Aujourd'hui, ça s'est déplacé plutôt vers les réseaux sociaux, notamment Instagram, où tu es très présente, mais finalement assez peu sur le dessin. Mais qu'est-ce que tu penses, justement, il y a énormément d'auteurs et d'autrices qui aujourd'hui se font repérer sur Instagram, mais Instagram qui a ce côté quand même, qui uniformise un peu le dessin, parce que c'est un dessin carré, ce qu'avaient pas les blogs tu étais beaucoup plus libre. Comment tu vois ça, toi? Et si aujourd'hui, tu étais la Pénélope d'il y a 20 ans et que tu devais te faire connaître grâce à Instagram, est-ce que tu penses que ton dessin aurait évolué de la même façon, finalement? Ah, c'est hyper intéressant. Moi, je suis une énorme consommatrice de dessins sur Instagram. Je ne suis quasiment que des fils de gens que je connais pas dans la vraie vie, mais qui dessinent bien, et qui font des belles choses. Et mon fil, la curation de mon fil Instagram est parfaitement belle. C'est qu'il y a que des belles choses. Et c'est du bonbon pour les yeux tous les jours. Donc, je suis vraiment... pour, et je me dis que je suis pour, les gens doivent être bien contents de savoir que je suis pour Instagram. Ça fait une belle jambe. En tout cas, je trouve ça super. Effectivement, de la même manière que nous, les blogs nous ont vraiment aidés à montrer notre travail sans avoir besoin d'être validés par quelqu'un. C'est exactement ce que font les dessinateurs et dessinatrices de maintenant, avec cette contrainte de format qui effectivement modifie dès la conception dans la tête d'une image. Et les strips que je lis sur Instagram, je sais que dès la première pensée, ils ont été pensés Instagram. Donc un nombre prédéfini de slides, une horizontalité de faire défiler les images qui sont carrées. Là où effectivement les blogs, on pouvait faire des très très longs formats, on pouvait faire des choses comme ça. Il y a aussi une censure de contenu qui fait que notamment dans les bandes dessinées féminines, féministes, il y a énormément de choses qui sautent, qui peuvent faire sauter un compte dans le propos, dans ce qu'on montre. Donc ça, c'est très gênant. Ça, c'est peut-être ça en fait le plus gênant. C'est que j'ai pas souvenir d'avoir vu des notes de blog censurées ou des comptes qui ont sauté parce qu'on voyait un sein ou qu'on parlait de... Voilà. Donc ça, c'est quand même un plus préoccupant. Et c'est certain que si c'était maintenant que j'essayais de montrer mon travail, je passerais par Instagram et que forcément, je penserais comme ça aussi, en me disant... Le moment venu, quand j'aurai mon livre, qui reste le dernier bastion de la liberté de ton totale, alors je mettrai des dessins et des trucs comme ça. On verra des nichons quand j'aurai un livre. Mais c'est sûr que c'est une immense liberté, mais quand même pas mal de compromis aussi et de restrictions, quoi. Donc, mais j'ai l'impression que ça offre encore plus d'exposition et de possibilités que l'ont fait les blogs. Parce que c'est tellement plus intuitif encore, tellement plus large. C'est pas possible de dessiner aujourd'hui et de pas avoir Instagram, par exemple. Alors que les blogs, c'était autre chose. C'était quand même...
il y avait peu de blogs de dessin. C'est des blogs de BD, quoi. Vraiment, on était là pour raconter un truc. Il fallait qu'il y ait un rendez-vous avec les gens. Il fallait livrer de soi. Enfin, il fallait pas, c'est ce qu'on aimait faire aussi, mais on aimait bien retrouver le blog de machin. Ah, on a reconnu son chien et tout. C'était ça aussi le rendez-vous. C'est pas du tout le cas d'Instagram. Moi, je suis des comptes Insta de peinture absolument sublimes et je m'en fous complètement de savoir si cette personne a un chien. Quoique. Bon, c'est toujours un plus, il y a un petit chien, voilà, en photo, ça. mais bon. Et un chat, n'en parlons pas. Et ton rapport à la presse, parce que tu as été publié très tôt, et là aussi ça a permis le début de ta carrière dans des magazines de presse. Les culottés, si je dis pas de bêtises, c'était dans Le Monde. Ouais, c'est ça. Donc tu as suivi un peu comme ça la presse et cette forme de publication ou de prépublication dans la presse. Qu'est-ce que tu y trouves et qu'est-ce que tu aimes là-dedans finalement ? La discipline. Vraiment, la presse, c'est la maîtresse qui te dit « On est lundi, où est ta copie ?» Et ça, pour quelqu'un comme moi qui peut avoir une vraie distorsion du temps et qui peut soudain se rendre compte que 6 mois sont passés et que j'ai rien fait, avoir quelqu'un qui dit « C'est toutes les semaines, en fait, ta planche. » Pour moi, ça me permet à la fin de l'année d'avoir un livre. Hein. C'est sûr que d'avoir quelqu'un qui me pousse les fesses comme ça, c'est bien. C'est un super test immédiat, notamment quand c'était pour les culottés. C'est que vraiment, à partir du moment où c'était posté par Le Monde, je savais que j'avais un quart d'heure de regarder les réactions tout de suite. Ah ouais, c'était immédiat. Et c'était super. C'était vraiment incroyable parce que c'est tellement gratifiant. C'est quand même, c'est une vraie gratte derrière l'oreille d'avoir les gens qui tout de suite disent c'est super, bravo, c'est super. Parce que sinon, on va attendre un an avant qu'ils soient en librairie et que les gens nous disent pas d'ailleurs, puisqu'on ne les voit pas. C'est super. Donc il y a ce côté-là. Bon, il y a l'autre côté de la pièce qui est les commentaires et surtout quand on a un sujet qui peut être parfois un peu clivant, c'est sûr qu'il y a un beau travail de modération de la part du Monde sur les commentaires. Mais ça, c'est pas mon travail, donc c'est pas grave. Donc ça, j'aimais bien. Et ensuite, en presse, ce que j'aime aussi, c'est... J'aime bien le côté... Par rapport au livre, j'aime bien le côté... On s'en fout, ça va disparaître. C'est pas gravé dans le marbre, la presse. Par exemple, je sais pas, à un moment, j'aime toujours beaucoup le faire. J'aime bien faire des illustrations de presse. Notamment, j'adore faire des illustrations pour Télérama et j'ai fait des couvertures. Et ce que je trouve super, c'est de me dire, je donne tout à ce moment-là parce que je veux que ce soit très beau, parce que je trouve que c'est très beau les illustrations de presse quand c'est bien fait. Donc, ça me met la pression. Il faut que ce soit magnifique, mais je sais que ça va finir par emballer des épluchures de légumes. Et vraiment, c'est tellement l'inverse d'un livre, en fait, où tout est grave. Si j'ai dit une connerie, dans 20 ans, page 50, il y a toujours écrit une connerie. Et la presse, non. Et ça, je trouve ça... super. Et le dessin de presse, c'est... Et pourtant, moi, je fais pas du tout du dessin de presse dans le sens avec je véhicule rien de particulier, j'ai pas de message ou de choses comme ça. Mais me casser la tête à faire une belle image de presse, je trouve qu'il y a une poésie dans le fait de donner autant pour faire une très belle chose qui va disparaître dans 3 jours. C'est super. Justement, tu parlais des culottés, y compris dans ta présentation au début de ce podcast, qui t'a valu, je parle même pas des ventes, mais les Eisner Awards, etc. J'ai l'impression que ça t'a libéré quand même, que tu t'es dit, ok, je suis vraiment légitime dans la BD, que t'avais peut-être pas ce sentiment jusque-là. Toujours pas légitime. Si, en fait, il n'y a pas de déclic légitimité. Il est 1 jour sur 2. Il est aussi... je pense que ce qui vient avec le temps, c'est pas tant la légitimité, c'est pas légitime et alors. Ce qui est une autre façon d'aborder le problème avec le temps, qui est-ce que vraiment le but, la quête d'un auteur, est-ce que c'est être légitime ? Ou est-ce que c'est trouver l'équilibre dans le... C'est ce que j'aime le plus faire. J'ai la chance de pouvoir vivre de ça. Je peux faire ça toute la journée si je veux. Et peu ou prou, je suis à peu près sûre qu'il y aura toujours quand même quelques personnes qui achèteront mes livres. Donc normalement, je vais pouvoir continuer à faire ça assez longtemps. Voilà. Et après, est-ce que c'est légitime ? Peu importe. Et je trouve que c'est ça le combat. C'est pas se dire vaincre le syndrome de l'imposteur et tout, parce que c'est bidon, en fait, on l'a toute la vie. Bon. Mais c'est se dire... travailler malgré tout ça et se dire qu'est-ce qui est important, c'est que j'aime faire ce que je fais. Et du coup, les prix et les trucs comme ça n'aident pas dans ce sens-là parce qu'on se dit pas « Ah, ça y est, maintenant j'ai le droit de faire des livres ». On se dit, éventuellement, on se dit « Cool, je vais en vendre plus ». Et donc, je vais pouvoir continuer effectivement à faire que ça de la journée. Je pense qu'il faut avoir un rapport très premier degré avec ces trucs-là et se dire « Le succès, ça sert à se rassurer sur le fait qu'on va pouvoir continuer à faire ça toute la journée, longtemps ». Voilà. Du coup, aucune déception au dernier festival d'Angoulême, finaliste pour le Grand Prix, aux côtés de Catherine Morisset et de Julie Doucet. Plutôt la classe que la déception, quand même. C'est Julie Doucet qui rafle la mise, même si cette expression est moche. Oui, c'est vraiment dans l'ordre des choses déjà que ce soit Julie qui l'ait eu, je trouve, bon. Parce que pour l'ensemble de sa carrière, pour la porte qu'elle ouvre pour nous, pour Catherine et moi déjà, rien que ça, ce serait quand même le monde à l'envers. Voilà. Je trouve ça formidable que Julie Doucet, elle ait quitté la bande dessinée, précisément parce que ce milieu était ce qu'il est.
et revenir, alors vraiment pas par la petite porte, mais revenir en disant sans rancune les mecs, je suis compris. C'est quel moment extraordinaire, quel régal, c'est formidable. Et ce que je trouve plus largement formidable dans le fait que cette année il y a eu 3 autrices en lice, c'est que on peut dire ce qu'on veut, faire des statistiques, des ressentis de chacun, etc. Il n'y a rien de plus sincère que de dire aux auteurs et aux autrices, citez-moi 3 noms qui pour vous sont importants, et que spontanément les 3 noms qui sortent soient des autrices. C'est un tel bond en avant par rapport à la situation qu'on connaissait encore il y a, je vais même pas dire 10 ans, parce que j'étais pas là, mais ne serait-ce qu'il y a 5 ans, c'est fou. Moi je me souviens la première année où Catherine a été en lice déjà, Catherine Meurice, pour moi c'était la révolution. Je me suis dit, ouais, on a voté pour une fille et à force elle gagne. Et j'étais trop contente et j'avais voté pour elle. J'ai revoté pour elle cette année au premier tour. C'est que on se dit, en fait, on a, je sais pas, c'est déjà un progrès. Les gens se rendent pas compte ce que ça veut dire pour nous, mais et j'imagine que pour quelqu'un de très jeune qui démarre la BD aujourd'hui, quelqu'un qui s'intéresse à la BD aujourd'hui, il ne saura pas tout ce qui s'est passé avant et il se dira juste, bah ouais, normal, c'est 3 autrices. Comme un lundi, quoi. Ils sauront pas qu'en fait, c'était le fruit de tellement de femmes qui sont complètement passées à la trappe. Donc, c'est que une bonne nouvelle. Et le fait que je l'ai pas eu, bon, bah, j'ai 40 ans, c'est pas très grave. Je sais pas. T'as le temps. Bah, c'est-à-dire, sinon, qu'est-ce qui me reste à faire, quoi? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait quand on a eu le boss de fin de niveau à 40 ans derrière? Il faut demander à Zep, je sais pas. C'est le moment, Pénélope Bagieux, on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que t'es prête? Ouais, mais j'ai pas des connaissances dingo, hein. La première BD que tu as lue? Les Dingos Dossiers. Ouais, on avait tous les Dingos Dossiers et la rubrique à braque à la maison, et avec ma sœur. Et d'ailleurs, dans les strates, quand je nous dessine petite au lit toutes les deux, c'est les Dingos Dossiers qu'on lit. On les connaît par cœur. Et l'une ou l'autre de nous peut dire un mot des Dingos Dossiers, et l'autre pleure de rire et enchaîne. C'est vraiment, c'est notre cocon, quoi. La plus belle couverture de BD? La plus belle couverture de BD, waouh, ça c'est super dur. C'est récent, mais c'est parce que je l'ai revue là pendant le festival et quand même elle est très très belle. Et comme tout l'intérieur, c'est René au bois dormant de Hélène Usdine. Avec ses verres et ses espèces. Oh là là, et l'intérieur, on a envie de tout mettre en affiche partout. La plus belle case de bande dessinée? La plus belle case de bande dessinée, c'est pas la plus belle, mais c'est tellement la plus mythique de toute la bande dessinée. C'est le banquet à la fin d'Astérix, quoi. C'est la meilleure case de BD, quoi. On a hâte, on l'attend tout le temps, elle donne faim, on l'aime, voilà. La BD que tu aimes, mais tu as honte de l'avouer? Bah, rien du tout. Alors, j'ai honte de rien du tout en bande dessinée et en livre en général. Je n'ai pas honte de grand-chose culturellement. Où j'ai honte de l'avouer. Non, et en plus, moi, je fais même pas de hate reading. Genre lire en me disant « Ah, je suis sûre que c'est de la merde. Ah bah, j'avais raison, c'est de la merde. » Je fais même pas ça. Donc, non, parfois, j'ai pas honte, mais il y a des livres, des BD que je commence à lire et puis elles me tombent des mains très vite. Et vraiment, pour le coup, je m'impose pas de finir, quoi. Autant je fais ça au ciné, mais pas dans les bouquins. Ton meilleur souvenir de festival? C'est très personnel, donc c'est un peu joker. Mais j'ai une belle histoire qui s'est concrétisée à Angoulême. Ça reste mon plus beau souvenir de festival, ça n'a aucun rapport avec la BD, mais j'y pense quand même chaque année. Ton pire souvenir de festival? Alors, mon pire souvenir de festival, qu'est-ce qui était nul? Franchement, bon, c'est pas le festival en soi, mais c'est vrai que l'année de il n'y a pas de femmes dans la liste, mais parce qu'il n'y a pas de femmes tout court. Ah oui, machin, on vous a assez entendu. Ça, c'était pas un pire souvenir de festival, mais c'était tellement une gifle et tellement une façon de dire écoutez, vous n'êtes pas les bienvenus, que ça reste un truc qui était amer et moi, j'ai mis plusieurs années à digérer ça et à arrêter d'être sur la défensive tout le temps. Si le festival doit faire un petite autocritique, je pense que ça, c'était pas les années les plus heureuses du festival. Ton personnage de BD préféré? Mafalda. Pas très original, mais pour toujours Mafalda, la meilleure. Kino en général, de toute façon, vraiment pour moi, un maître de dessin pour toujours. Et Mafalda, ça aurait été tellement une BD pas intéressante si ça avait été un petit garçon. Et cette petite fille, tellement hors de sa génération, tellement intelligente, tellement super, et entourée de personnages tellement drôles. Vraiment, Mafalda est complètement indémodable en plus, donc Mafalda quand même. Ton personnage de BD détesté? Qui j'aime pas? Je déteste rien, mais personnage qui m'a quand même un peu fait peur. Alors moi, il y a une série de BD que j'adore qui s'appelle Bone, que j'ai lu. C'est peut-être la série de BD que j'ai lu le plus parce que je l'ai relu en entier plein de fois. Et le méchant dans Bone fait vraiment très très peur. Ça m'est arrivé de faire des cauchemars de ça. Donc c'est quand même... Et pourtant j'étais grande, hein. Mais vraiment je trouve que c'est un des talents de Jeff Smith, c'est qu'il fait des gentils super, on les adore, ils sont marrants, en plus ils ont des côtés sombres, hyper rigolos.
Il fait des dragons hyper stylés, mais il fait des méchants vraiment horribles. Tu dessines dans le calme ou en musique? J'écris dans le silence total et je dessine avec un maximum de choses autour pour pas avoir l'impression d'être toute seule. Couleur ou noir et blanc? En tant que lectrice, j'adore la couleur. Et même plus que le dessin. Je peux pardonner un dessin pas top à des couleurs qui me font rêver. Je peux tout pardonner à un beau coucher de soleil avec des belles couleurs. Mais dans ce que je maîtrise, c'est un bien grand mot, mais j'adore faire de la couleur, mais je suis pas très bonne en couleur. Et je trouve que c'est un défi beaucoup plus intéressant dans le dessin d'essayer de tout dire avec juste du noir. Donc j'aime mieux faire du noir et blanc, mais j'aime mieux lire de la couleur. Et pour finir, un auteur ou une autrice que tu nous conseillerais et qu'on connaîtrait pas forcément? Bon, c'est pas un dernier coup de cœur, mais moi je parle d'elle toujours parce que je l'aime à la folie, c'est Anne Simon, qui est une autrice de bande dessinée qui a fait toute une saga multiverse, je sais pas comment dire, aux éditions Misma. C'est plein de livres qu'on peut lire dans le désordre, avec un univers riche, c'est intelligent, son dessin est à tomber par terre, c'est intelligent, c'est politique, c'est super. Et là, elle participe à un recueil collectif d'autrices qui ont fait des textes autour d'Anne Sylvestre, en plus. Donc elle a toujours une super actu. Et vraiment, son dessin, elle dessine à la plume en noir et blanc, et c'est magnifique. Merci, Pénélope Bagieux. Je t'en prie. Et nous, on passe à notre coup de cœur de la cité. Coup de cœur de la cité porté aujourd'hui par Mathieu Maury, responsable de la librairie de la cité. De quoi as-tu décidé de nous parler? J'ai décidé de vous parler des Dames de Kimoto de Cyril Bonin, édité chez Sarbacane, un titre adapté d'un roman japonais qui s'intéresse à la vie de 3 femmes de la fin du 19e jusque sur la première moitié du 20e et des évolutions de la condition féminine au Japon. On parle en fait avec la première génération, donc une femme qui va se marier avec un homme qu'elle n'aime pas, un mariage arrangé, c'est la petite bourgeoisie japonaise de l'époque, et en fait ces filles qui elles vont évoluer avec leur temps, qui vont faire des études et qui vont vouloir se libérer du carcan traditionnel japonais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et les conséquences que ça va avoir pour la vie de toute cette classe de population. C'est un magnifique dessin, c'est très délicat, le dessin de Cyril Bonin fonctionne parfaitement avec l'ambiance qu'il essaye de rechercher, les couleurs pastel fonctionnent extrêmement bien, voilà, avec cette ambiance très japonisante, mais c'est fait vraiment de manière super délicate. On redonne les références? Cyril Bonin, Les Dames de Kimoto, aux éditions Sarbacane. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.